Bonjour à tous les passionnés d'enquête et de mystère. Merci pour tous vos commentaires et vos encouragements, ça me motive énormément à continuer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et ne rien rater des prochaines affaires. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'étrange affaire de disparition d'Elaine Park. Notre histoire commence avec Elaine Park, une jeune femme de 20 ans au moment des faits. Elaine, d'origine coréenne mais née en Californie, était reconnue pour sa personnalité joviale et extravertie. Elle était décrite comme une personne facile à aborder, qui aimait expérimenter de nouvelles choses, écrire des chansons, notamment du rap, et danser le hip-hop. Sa nature ouverte et son esprit joyeux étaient évidents. Il est important de noter le contexte familial d'Elaine. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était adolescente. Elle vivait avec sa mère, Suzanne. Au moment de sa disparition, Elaine était dans une relation intermittente avec un jeune homme nommé Devan. Leur relation était considérée comme calme et saine, sans histoire de disputes violentes ou de conflits majeurs. Elaine et Devan étaient en pause dans leur relation. Cependant, ils se sont retrouvés le 27 janvier 2017. Le plan était que Elaine se rende chez Devan, qui vivait dans une communauté très aisée de Calabasas, en Californie, un quartier proche d'Hollywood. Vers 22h, Elaine est arrivée chez Devan. Ils sont sortis ensemble pour aller au cinéma, un moment capturé par les caméras de surveillance. Ils sont rentrés de leur sortie vers minuit. Nous sommes alors le 28 janvier. Fait notable, ils ont pris un service Uber pour rentrer chez Devan, malgré le fait qu'ils possédaient tous deux leur propre voiture. La raison supposée était qu'ils avaient consommé une substance, probablement du cannabis ou des pilules selon ce que les amis d'Elaine révéleront plus tard, et n'étaient pas en état de conduire. Elaine avait l'intention de passer la nuit chez Devan. Plusieurs heures se sont écoulées sans incident, puis vers 4h du matin, selon le récit de Devan, Elaine s'est réveillée brusquement. Elle était visiblement effrayée et paniquée. Elle a commencé à chanter pour elle-même, murmurant « Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. I gotta go, I gotta go ». Elle s'est habillée en hâte et a rassemblé ses affaires. Devan, réveillé, lui a demandé ce qui n'allait pas, essayant de la calmer et de la persuader d'attendre le lever du jour. Il n'a pas mentionné qu'elle aurait reçu un appel ou un message qui aurait provoqué cette réaction. Vers 6h, Elaine est partie de chez Devan. Cet enregistrement des caméras est la dernière image connue d'Elaine. Elle a pris sa voiture et quitté le domaine de la communauté. Les caméras du portail de la communauté, équipées d'un radar, ont enregistré la plaque d'immatriculation de sa voiture, qui était grise. Une contradiction est apparue dans l'examen des séquences de surveillance. La caméra de la maison de Devan a montré Elaine sortir à 6h05. Cependant, la caméra du portail de la communauté a enregistré sa sortie à 7h14. Bien que les enquêteurs aient supposé que l'horloge du radar était déréglée, avancée d'une heure, même en corrigeant ce décalage, il restait un trou de 9 à 10 minutes non expliqué entre le moment où elle a quitté la maison et celui où elle a passé le portail. Ce trajet, selon les enquêteurs, devait prendre que quelques minutes, beaucoup moins que 5 ou 10. Le reste de la journée du 28 janvier, Suzanne, la mère d'Elaine, a essayé de contacter sa fille sans succès. Elaine ne répondait ni aux appels, ni aux messages. Devan a également essayé de l'appeler après s'être réveillée, mais elle n'a pas répondu. Vers 15h le 28 janvier, le téléphone principal d'Elaine s'est éteint définitivement. Il est resté éteint pendant 5 jours. Suzanne a commencé à s'inquiéter. Bien qu'Elaine ait l'habitude de partir pour de courts voyages de quelques jours sans prévenir, cette fois, Suzanne avait un mauvais pressentiment. Elle a contacté la police, qui lui a d'abord dit d'attendre un jour de plus, Elaine étant majeure. Le 30 janvier, un rapport officiel de disparition a été déposé. Les jours ont passé. Puis, le 2 février, les autorités ont fait une découverte majeure. La voiture d'Elaine a été retrouvée. Elle était garée sur l'autoroute de la côte de Malibu, à environ 20 miles, 45 minutes de route, de la maison de Devan. L'état de la voiture était étrange. La batterie était vide, mais la voiture était garée comme si elle était en marche. Les clés étaient dans le contact, et la voiture était déverrouillée. Il n'y avait aucun signe d'effraction, de sang ou de violence. Plus troublant encore, tous les effets personnels essentiels d'Elaine étaient à l'intérieur. Son ordinateur portable, son sac à dos, sa carte d'identité et son portefeuille, ses 2 téléphones, le principal déchargé, le second inutilisé. La conclusion des enquêteurs était que Elaine avait garé la voiture, en était sortie et que son sort s'était joué à l'extérieur du véhicule. L'endroit où la voiture a été trouvée n'était pas un endroit isolé, mais une route passante. L'enquête n'a pu trouver aucune preuve matérielle. Aucune mention de découverte d'empreintes ou d'ADN étrange n'a été faite.
Suzanne a tenté de déverrouiller le téléphone principal d'Elaine, mais après 10 tentatives infructueuses, l'appareil s'est verrouillé de façon permanente. Les enquêteurs ont pu accéder au compte iCloud d'Elaine via son ordinateur portable. Mais malheureusement, cet iCloud n'avait pas sauvegardé les dernières 24 heures de son activité, coupant l'accès aux derniers messages et appels. L'affaire s'est alors orientée vers des hypothèses et des théories, principalement basées sur les dires des amis et de l'entourage. Devan fut le premier suspect logique. Les amis ont fait remarquer que Devan était le fils d'un important producteur hollywoodien, issu d'une famille influente et riche, vivant dans une communauté très privilégiée. L'idée que ses parents puissent étouffer un problème a été soulevée. Cependant, Devan et sa famille ont coopéré pleinement. Ils ont remis l'intégralité des enregistrements de surveillance. La police a pu interroger le chauffeur Uber, qui a confirmé que le couple était heureux et qu'il n'y avait eu aucun signe de conflit. Les enquêteurs ont fouillé la maison et le téléphone de Devan sans trouver de drapeau rouge, red flag. Devan fut donc officiellement écarté des suspects. L'absence de Devan sur les caméras après le départ d'Elaine et l'absence de preuves qu'il l'ait suivi le disculpent. Les amis d'Elaine ont révélé un événement passé troublant. En 2015, Elaine, qui prenait occasionnellement des drogues et des pilules, avait été agressée sexuellement lors d'une fête. L'agression aurait été filmée et diffusée, provoquant une grande détresse psychologique chez Elaine. Bien qu'Elaine ait publiquement tweeté en 2016 qu'elle pardonnait et ne porterait pas plainte, ses amis craignaient que les personnes impliquées dans cette agression de 2015 aient des liens avec l'entourage de Devan et qu'elle ait été réduite au silence. Toutefois, les enquêteurs ont trouvé les témoignages des amis contradictoires et n'ont trouvé aucune preuve matérielle, comme la vidéo présumée, pour étayer ce lien. Les enquêteurs se sont intéressés aux habitudes d'Elaine de fréquenter des personnes rencontrées au hasard, qu'elle appelait l'anonyme A. Un incident récent impliquait Elaine et un de ses contacts masculins. La police avait arrêté l'homme alors qu'il était en voiture avec Elaine, découvrant qu'il portait une arme de poing. Elaine ignorait la présence de l'arme. Ce fait était critique. Elaine devait témoigner contre cet homme A seulement 2 jours après sa disparition, le 30 janvier. Bien que l'homme ait été libéré 2 jours avant la disparition, il existait un mobile. Les anciens messages retrouvés dans son iCloud révélaient que cet homme A était agressif et menaçant envers elle. Bien que cette théorie présentait des preuves d'un individu potentiellement violent ayant un motif, il n'y avait toujours aucune preuve qu'il soit directement responsable de sa disparition. C'est la relation d'Elaine avec sa mère, Suzanne, qui a soulevé les plus grands doutes. La relation était conflictuelle, notamment en raison de disputes fréquentes concernant l'argent. Suzanne a reconnu elle-même que la connexion maternelle n'était pas forte, expliquant qu'étant elle-même adoptée, elle avait du mal à établir un lien familial solide. Elle était notoirement stricte sur les finances, exigeant même le remboursement immédiat de petites sommes, comme $20. Les enquêteurs ont découvert que Suzanne avait effacé tous les messages récents entre elle et Elaine. Suzanne a justifié cette action en disant qu'elle avait une habitude obsessionnelle de maintenir son téléphone ordonné. Cependant, effacer des messages après la disparition de sa fille a accru les soupçons. De plus, l'attitude de Suzanne après la disparition fut choquante pour beaucoup. 2 ou 3 mois plus tard, elle a loué la chambre d'Elaine et s'est débarrassée de ses meubles et affaires. Suzanne a justifié cela par de graves problèmes financiers. Un groupe de podcasts fortement impliqué dans l'affaire est intervenu. Ils ont récupéré les affaires d'Elaine et ont loué sa chambre à Suzanne pour $1 500 par mois afin de préserver les lieux et les objets comme preuve. Suzanne a également donné les 2 chats de la famille à un refuge. L'une des chattes est morte de maladie due au stress, tandis que l'autre a été sauvée par le groupe de podcast et remise au frère d'Elaine qui n'était pas au courant de la décision de sa mère. Le frère a d'ailleurs noté que sa mère était capable de tels agissements compte tenu de leur manque de lien affectif. Le père d'Elaine, quant à lui, a loué la voiture d'Elaine à quelqu'un d'autre dès que la police la lui a rendue, accentuant l'impression de détachement familial. Plus tard, des chiens détecteurs de cadavres ont fouillé la maison de Suzanne. Ils ont marqué l'emplacement des effets personnels d'Elaine, sac à dos, mur de la chambre qui avait été trouvé dans la voiture. Les enquêteurs ont conclu que cela pouvait être dû à la forte odeur d'Elaine sur ces objets au moment de sa disparition, sans indiquer qu'elle était morte sur place. Le grand rebondissement est venu 1 an après la disparition, lorsqu'un spécialiste a réussi à déverrouiller le téléphone d'Elaine. Fait poignant, le code PIN est à l'adresse de Devan, confirmant la force de leur lien. Le déverrouillage a révélé un détail crucial concernant la mère. Le matin de la disparition, à 8h, le 28 janvier, Suzanne avait envoyé un message à Elaine qui disait « Maintenant $20, maintenant. Now $20, now », exigeant le remboursement d'une dette de $20.
Ce message n'a jamais été ouvert par Hélène. Devan et Suzanne ont appelé à plusieurs reprises après ce message, mais Hélène n'a pas répondu. Parallèlement, l'enquête a révélé la présence d'alertes suspectes sur le téléphone de Suzanne. Pour le 3 mars, le jour où la police avait prévu de fouiller la maison, Suzanne avait programmé 2 rappels. Un à 9h intitulé « Cache-le » Hide it, et l'autre à 13h intitulé « Rends ce qui a été caché » Return what was hidden. Interrogée, Suzanne a expliqué qu'elle avait caché des preuves de la consommation de drogue d'Hélène pour protéger sa réputation. Les enquêteurs ont trouvé cette explication faible, se demandant pourquoi elle n'avait pas fait cela plus tôt, et pourquoi elle avait planifié de cacher puis de ramener l'objet le jour exact de la perquisition. Bien que Suzanne ait subi un test polygraphique qui s'est révélé non concluant, et malgré ses actions étranges et suspectes, il n'existe aucune preuve matérielle liant Suzanne à la disparition d'Hélène. Les enquêteurs n'ont notamment aucune preuve qu'elle se soit rendue là où la voiture a été retrouvée. Grâce au téléphone déverrouillé, la chronologie des événements a été affinée. Hélène a écouté de la musique sur l'application Pandora à partir de 7h15 le 28 janvier. Un message de l'application, envoyé vers 9h, « Écoutez-vous toujours » a indiqué qu'elle avait cessé d'utiliser son téléphone ou l'avait laissé. Il est donc fort probable que l'incident d'Hélène s'est produit entre 7h30 et 9h du matin. Les théories finales penchent vers l'enlèvement ou la malchance. L'enlèvement par A ou un inconnu. Quelqu'un aurait pu profiter de sa voiture en panne ou de son état si elle était encore sous l'effet de substances. L'absence de vol suggère un motif personnel, comme la vengeance de l'homme A qu'elle devait dénoncer, ou une agression ciblée. Le fait qu'elle ait laissé ses téléphones et son portefeuille est un mystère. La fuite, l'idée qu'Hélène, épuisée par ses relations conflictuelles, notamment avec sa mère qui l'a déjà pressée de commettre une fraude à l'assurance pour l'argent, et fuguée a été envisagée. Cette théorie est cependant faible, car elle n'aurait jamais abandonné tous ses moyens de survie, téléphone, argent. Un dernier détail étrange a été révélé. Le compte Facebook d'Hélène a été supprimé et son historique de connexion a été entièrement effacé. Personne ne sait qui a fait cela. À ce jour, l'affaire de la disparition d'Hélène Park reste non résolue. Elle est remplie de possibilités et de soupçons, mais d'aucune preuve matérielle définitive. Les mouvements et les décisions d'Hélène ce matin-là, notamment son départ paniqué de chez Devan et le moment où elle a abandonné ses affaires sur une route passante, n'ont jamais été expliqués. Ce dossier a non seulement souligné l'échec de l'enquête à trouver des réponses, mais a également mis en lumière les relations complexes et toxiques au sein de la famille d'Hélène. Les actions de sa mère, Suzanne, la demande de $20 à 8h du matin, la suppression des messages, la mise en location de la chambre et l'abandon des animaux de compagnie ont attiré l'attention du public et des médias, allant jusqu'à ruiner sa vie sociale, même sans preuve concrète de son implication. La disparition d'Hélène Park demeure un cas glaçant, où l'identité du responsable, qu'il soit l'ami, le menaçant ou un inconnu opportuniste, reste un mystère absolu.